Vous écoutez De Gaulle, Histoire d'un géant, épisode 4. Le 19 décembre, De Gaulle l'emporte avec 55% des suffrages contre 45% pour Mitterrand. Après cette mise en ballottage, rien ne sera plus comme avant entre De Gaulle et les Français. Le général reconduit dans ses fonctions Georges Pompidou. En revanche, Valéry Giscard d'Estaing est écarté du ministère des Finances. Sur la scène internationale, De Gaulle prend des positions fortes. Il prononce des phrases qui secouent l'opinion. Il continue à s'opposer à l'hyperpuissance américaine. En mai 1966, il annonce le retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN, qui disposait jusque-là d'une quinzaine de bases militaires en France. Et enfin, la volonté de la France de disposer d'elle-même, ce qui est indispensable pour qu'elle croie à son propre rôle et pour qu'elle puisse être utile aux autres. Cette volonté de la France est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée. Washington parle d'un coup de poignard. La tension monte. Le 1er septembre, De Gaulle prononce au Cambodge, à Phnom Penh, un discours dénonçant violemment l'intervention américaine au Vietnam. Il n'y a aucune chance pour que les peuples de l'Asie se soumettent à la loi d'un étranger venu de l'autre rive du Pacifique, quelles que puissent être ses intentions et quelle que soit la puissance de ses armes. Au printemps 1967, quand éclate la guerre des 6 jours, il se démarque pareillement en prenant ses distances avec Israël et en décrétant un embargo sur les ventes d'armes. Il précise sa position au cours d'une surprenante conférence de presse à l'automne. Certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Le propos choque et suscite bien sûr une grande émotion et de vives polémiques. En juillet 67, il avait déjà surpris à l'occasion d'une visite officielle au Québec. Il y avait été accueilli avec ferveur et à Montréal, il avait prononcé depuis le balcon de l'hôtel de ville un discours qui laissera des traces dans les mémoires. Vive le Québec libre! De Gaulle avait bien perçu la volonté des Québécois de s'émanciper de la tutelle anglo-saxonne. Vive le Canada français et vive la France! Mais la méthode heurte les esprits. En France, l'opposition réagit vivement. Depuis les élections de mars 1967, la stabilité du gouvernement Pompidou est entre les mains des alliés centristes et giscardiens. Scrutin après scrutin, les soutiens au général s'érodent. À la veille de 1968, Pompidou gère un pays qui se porte plutôt bien. Lors de ses vœux du 31 décembre 1967, le général cite Verlaine. « Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. » Cependant, un éditorialiste du journal Le Monde écrit « Quand la France s'ennuie ». La stabilité de la Ve République lasse. Les mœurs ont changé. La France se déchristianise. Les femmes revendiquent leurs droits. Aux États-Unis, une vague de jeunes contestataires portée par la voix de John Baez appelle à un changement de valeur. À Paris, à partir du mois de mars,
L'agitation monte dans les facultés. Les étudiants ne veulent plus de la séparation des garçons et des filles dans les dortoirs des cités universitaires. Petite cause, grands effets. La France explose dans un mouvement confus, parfois violent, chargé d'utopie. Soyez réalistes, demandez l'impossible. En quelques semaines, le pays est paralysé par la grève. La classe politique et les syndicats sont dépassés. De Gaulle est sidéré. Lui qui avait été confronté à l'horreur des guerres, à l'occupation nazie, pouvait-il admettre un mouvement qui revendique le droit au plaisir et remet en question tous les pouvoirs? En fait, que demandaient ces gamins? Pas grand-chose de sérieux, si ce n'est peut-être prendre le pouvoir à la place de ceux qui l'avaient. Je crois que s'exprimait surtout un besoin de démocratie plus directe et plus proche. L'opinion publique soutient la révolte étudiante. À partir du 10 mai, le climat devient insurrectionnel. Le 11 mai au petit matin, le quartier latin est le théâtre d'affrontements violents. L'homme des tempêtes n'est pas à l'aise dans ce contexte inédit. Il prône la fermeté. Pompidou, lui, veut tendre la main aux étudiants et privilégie le dialogue. Après un rendez-vous houleux avec le général, il décide le 11 mai au soir de rouvrir la Sorbonne. J'ai fait la preuve de ma volonté d'apaisement. J'ai rendu l'université à ses maîtres et à ses étudiants. Je leur ai tendu la main pour la concertation la plus large et la plus constructive. J'ai libéré les manifestants arrêtés. J'ai annoncé une amnistie totale. Au sommet de l'État, le conflit entre De Gaulle et Pompidou est désormais visible. Après un court voyage en Roumanie, De Gaulle prononce une nouvelle allocution et propose un référendum sur la rénovation du pays, insistant notamment sur la participation. Françaises, Français, au mois de juin, vous vous prononcerez par un vote. Au cas où votre réponse serait non, il va de soi que je n'assumerai pas plus longtemps ma fonction. Cette prise de parole ne calme pas les manifestants. De Gaulle a 77 ans. Il est fatigué. Son gouvernement et sa majorité doutent. L'une des causes de l'ampleur du mouvement social est le retard sur les bas salaires. Le 27 mai, les conclusions des négociations de Grenelle entre patronat et syndicats menées par Pompidou et qui prévoient notamment une hausse de 35% du salaire minimum sont rejetées par la base. Yvonne de Gaulle se fait prendre à partie dans la rue. Le matin du 29 mai, de Gaulle, qui ne cache pas son pessimisme, quitte secrètement l'Élysée. Pendant plusieurs heures, l'hélicoptère qui le transporte n'est plus localisé. Le président a disparu. Le Premier ministre lui-même ignore sa destination. Avant de partir, le général lui a téléphoné pour lui faire part de son besoin d'éloignement et a conclu « Je suis vieux, vous êtes jeune, c'est vous qui êtes l'avenir. Au revoir, je vous embrasse. » Finalement, De Gaulle arrive à Baden-Baden, chez le général Massu, commandant des forces françaises en Allemagne. Cette disparition a créé un choc et, le lendemain, le discours qu'il a choisi de prononcer à la radio, comme en 1940, achève de retourner l'opinion. Si donc cette situation de force se maintient,
Je devrais, pour maintenir la République, prendre, conformément à la Constitution, d'autres voies que le scrutin immédiat du pays. Aussitôt, une impressionnante manifestation de soutien déferle sur les Champs-Élysées. En moins d'une heure, 1 million de personnes s'y retrouvent. Le 30 mai, De Gaulle a rétabli la situation. Mais quelques jours plus tard, il reconnaît que lors de son voyage à Baden-Baden, il a envisagé un départ. Oui, le 29 mai, j'ai eu la tentation de me retirer. Et puis en même temps, j'ai pensé que si je partais, la subversion menaçante allait déferler et emporter la République. Suivent alors toute une série de confidences. Vous savez, depuis quelque chose comme 30 ans que j'ai affaire à l'histoire, il m'est arrivé quelquefois de me demander si je ne devais pas la quitter. Ce fut le cas, par exemple, en septembre 1940, après Dakar. Ça a été le cas à Londres, en mars 1942. Je suis allé dans un coin de la campagne anglaise en faisant savoir à Londres que je ne poursuivrais pas mon entreprise aux côtés de la Grande-Bretagne si mes conditions n'étaient pas acceptées. Ce fut le cas en 1946, quand, submergé par le torrent stérile des partis sur lequel j'avais pas de prise et ne pouvant plus agir à la place où j'étais, je l'ai quitté. Ces aveux soulignent une des réactions fréquentes du général, la tentation du départ. Ce fut le cas en 1954, quand je voyais le rassemblement que j'avais formé, qui était en train de se disloquer. Ça a été le cas le soir du premier tour de l'élection présidentielle, où une vague de tristesse a failli m'entraîner au loin. Pendant cette crise de 1968, il a été obligé de repousser son projet de référendum. Et après avoir procédé aux consultations prévues... L'Assemblée nationale est dissoute. J'ai prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Veuillez croire, Monsieur le Président, etc. Signé Charles de Gaulle. Les 23 et 30 juin 1968, les élections législatives sont un raz-de-marée en faveur de la majorité sortante. Le général sait cependant que cette victoire n'est pas totalement la sienne. Pompidou y a pris une grande part. De Gaulle aurait dit à Claude Pompidou « Il paraît que votre mari a gagné les élections ». La mésentente éclate. Pompidou quitte Matignon. Un diplomate, Maurice Couve de Murville, ancien ministre des Affaires étrangères, le remplace. En le nommant, De Gaulle veut faire passer un message. Il reprend la main. Il s'obstine à organiser un référendum. Il décide que le vote aura lieu au printemps 1969. Cependant, il se heurte à des difficultés imprévues. La brutale hausse des salaires et le ralentissement de l'économie ont provoqué une dégradation de la situation financière du pays. Le franc est attaqué. La spéculation fait rage. Début 1969, Pompidou dévoile publiquement ses ambitions. À Rome, puis à Genève, il évoque ouvertement la succession du général. Mais je ne crois pas avoir ce qu'on appelle un avenir politique. J'ai un passé politique. J'aurai, peut-être, si Dieu le veut, un destin national. Mais c'est autre chose. Le problème de la succession est posé. Est-ce que vous acceptez cette formule? Non, je n'accepte pas. J'ai dit, le premier même, que le général de Gaulle est à l'Élysée et que son mandat expire en 1972. Il n'y a donc pas le problème de succession. Ceci étant dit, il y aura bien un jour une élection à la présidence de la République. Le divorce entre les deux hommes est consommé. À Quimper, le 2 février, De Gaulle annonce le référendum, son ultime combat. Comme cette profonde réforme
concerne l'organisation de nos pouvoirs publics dans tous les domaines, y compris celui de la Constitution, nous devons soumettre le projet au peuple, qui, par la voie du référendum, en décidera souverainement. Et puisqu'il s'agit d'ouvrir la voie à une espérance nouvelle, nous le ferons au printemps. Dès le départ, le pari semble mal engagé. Le texte soumis aux Français est long et complexe. De Gaulle leur propose de réformer le Sénat et de décentraliser les pouvoirs vers les régions. « Tout le monde s'en fiche », confie-t-il au général Lalande, chef de son état-major. À l'approche de la consultation, les défections se multiplient dans le camp du oui. Les sondages annoncent la victoire du non. De Gaulle ne lâche pas. Il espère qu'un an après la révolte de mai, son lien direct avec les Français sera retissé. Mais il prévoit la défaite, peut-être avec soulagement. Le vendredi 25 avril, dans la matinée, il enregistre son ultime appel télévisé. Votre réponse va engager le destin de la France parce que si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Jamais la décision de chacune et de chacun de vous n'aura pesé aussi lourd. Vive la République, vive la France. Le président quitte ensuite l'Élysée. Le 27 avril, le général et Madame de Gaulle votent à Colombey. Ils s'enferment ensuite à la Boisserie. À 20h, le succès des non paraît assuré en métropole. En effet, le non l'emporte avec 52,4% des suffrages exprimés. Le président prend acte immédiatement du refus. À minuit 10, il publie un communiqué. « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. » Pour la première fois depuis 1958, De Gaulle est battu. François Mauriac qualifie le référendum et le départ du général de « cas sans précédent de suicide en plein bonheur ». Mais certains supposent que le président savait que, vainqueur ou battu, il en sortirait encore grandi. Dès l'annonce de sa démission, le général se cloître à la Boisserie. Ma vie politique était terminée. Yvonne m'a dit que j'avais fait pour les Français beaucoup plus qu'ils ne méritent. Ils sont ingouvernables, divisés, individualistes à l'extrême. Maintenant, ici, à Colombey, je dois continuer à écrire. Il fait savoir à Pompidou que s'il approuve sa candidature, il n'interviendra pas dans la campagne. Au début, ses rares interlocuteurs le trouvent maussade. La défaite a marqué le général. Il entreprend la rédaction de ses mémoires d'espoir. Il y trouve un apaisement. Le 10 mai, Charles et Yvonne de Gaulle s'envolent pour un long séjour en Irlande. Le général ne souhaite pas être en France le 18 juin. Il a des ancêtres irlandais. C'est une terre qu'il affectionne. Les paysages tourmentés du Connemara sont en harmonie avec ses états d'âme. À Dublin, De Gaulle est reçu par le président Imón de Valera, héros de la guerre d'indépendance. Lors du dîner, le général remercie son hôte. « En ce moment grave de ma longue vie, j'ai trouvé ici ce que je cherchais, être en face de moi-même. » Le 18 juin, le général déjeune à l'ambassade de France. Sur le livre d'or, il écrit cet aphorisme de Nietzsche
Rien ne vaut rien, il ne se passe jamais rien, et cependant tout arrive, mais cela est indifférent. De retour d'Irlande, le général ne quitte pas la boisserie. Toujours pas de visiteurs politiques, à l'exception de Malraux. L'écrivain l'interroge. « Pourquoi êtes-vous parti sur une question aussi secondaire que celle des régions ?» « À cause de l'absurdité. » Le général fixe Malraux du regard et répète « à cause de l'absurdité ». L'homme de conviction est étrangement pénétré par cette question existentielle. Il se consacre à la rédaction de ses mémoires. Il peine, se bat avec les mots, recherche interminablement l'expression juste. Le temps est compté, la course de la mémoire contre la mort. À l'approche du 18 juin 1970, le général part en Espagne. Il rencontre Franco, le vieux dictateur. La scène fait couler beaucoup d'encre. Malraux et Mauriac s'avouent choqués. À l'automne, le premier tome de ses mémoires d'espoir paraît. Des mémoires en forme de testament politique. Le succès est foudroyant. Le général se remet au travail avec une ardeur redoublée. Il y passe ses journées entières. Le lundi 9 novembre, De Gaulle travaille comme d'habitude toute la matinée avant de se promener dans le parc. Le froid est arrivé, l'automne est rude. Vers 18h45, il quitte son bureau, s'installe dans la bibliothèque devant une table de bridge. Comme il en a l'habitude, il entame une réussite en attendant le dîner. Soudain, peu avant 19h, il pousse un cri de douleur et s'écroule sans connaissance. Une rupture d'anévrisme vient d'emporter Charles de Gaulle. Le décès est tenu secret jusqu'au lendemain matin. Française, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. La disparition du général suscite une émotion planétaire. Son testament est publié. Il refuse des obsèques nationales. Une cérémonie très simple doit avoir lieu à Colombey. Le 12 novembre, la foule est dense et le silence impressionnant quand le cercueil de l'homme du 18 juin sort de la boisserie sur un engin blindé. Après la cérémonie religieuse, De Gaulle est porté en terre aux côtés de sa fille Anne. À Paris, au même moment, a lieu à Notre-Dame une cérémonie religieuse très solennelle. Le monde entier est présent pour rendre hommage au chef de guerre et au président disparu. Les Français devaient croire que je n'aimais que le son du canon et les marches militaires. Non. J'aimais la musique fluide de Debussy. Yvonne de Gaulle, après la mort du général, se retira discrètement dans la maison de retraite des Sœurs de l'Immaculée Conception. Elle mourut 9 ans après son mari. Elle repose désormais aux côtés de Charles de Gaulle et de sa fille Anne dans le cimetière de Colombey. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. De Gaulle, Histoire d'un géant est un podcast coproduit par Initial Studio et Martange, adapté du documentaire audiovisuel éponyme produit par Martange. Réalisé par Jean-Pierre Cotet et écrit par Jean-Pierre Cotet, Patrice Duhamel et Éric Roussel. Les monologues sont écrits par Yves de Gaulle. Production exécutive du podcast Initial Studio.
Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Camille Legras, avec la voix de Morgane Perret.